et Olivier, qui partage absolument rien avec ces dossiers. Au total, je ne sais pas qui sont. On écrit des livres, mais rien à voir. Autant je pense qu'il y avait une place. C'est-à-dire que Olivier a eu la mauvaise idée de passer de l'autre côté du périphérique et de conduire par là. De France, et depuis, en effet, Maroc, on regarde tout le temps des deux. Je suis chez Sauvage. Voilà tout s'explique. On n'avait pas de socialiste. Il est parti s'installer en Bretagne. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Alors qu'il pourrait venir dans l'Est, comme les gens éduqués. J'ai donc hésité entre Mulhouse et Vannes. Pour l'instant, Vannes a gagné. Qui sait si j'emprunte pour un bus que j'ai acheté. Non, il vaut mieux la Bretagne. Hein. Ah, d'accord, comment ça? Non. Vas-y, Thomas. On va parler un petit peu bien pour introduire. Sachant que ça fait un moment qu'on a les deux bulletins sortis en dernier. Celui de Henri qu'on a reçu, on a appris il y a 2 jours qu'on allait en avoir. Donc on est presque en exclusivité mondiale. Ah oui. Même lui, il a fait qu'il avait fini son livre. Pas presque. Vous êtes en exclusivité mondiale? Ah ben voilà. Mulhouse World Profit. Et c'est la suite d'un bouquin très très connu. Vous avez tous de liberté. Juste. Vous avez, là, vous êtes témoin. Vous savez quoi que j'en parlais tout à l'heure? C'est un truc de malade. Ce bouquin, il a 10 ans. 90%, il s'appelle Nous rêvions juste de liberté. 90% des gens qui en parlent, comme à l'instant, l'appellent Nous rêvions tous de liberté. Et je me suis dit, c'est bizarre. J'ai essayé d'analyser pourquoi, et en fait, il y a 2 raisons évidentes. La première, c'est que c'est une appropriation du titre. C'est Nous rêvions tous de liberté. C'est-à-dire, on s'approprie cette histoire en disant, bah, moi aussi, je rêve de liberté, au lieu de Nous rêvions juste. Et la deuxième, c'est que Nous rêvions juste de liberté, c'est hyper triste comme titre. Alors que Nous rêvions tous de liberté, c'est joyeux, et les gens, ils n'aiment pas les histoires tristes. Donc ils trempent, vous savez, c'est un peu comme les 7 nains, il y en a toujours un que tout le monde oublie. C'est toujours le même. Quand vous demandez aux gens c'est quoi les 7 nains, ils en citent 6 et ils oublient toujours le même. Et ben, je ne dis pas lequel. Parce que je m'en souviens plus. C'est vrai que ce livre a un titre tellement fort. On le transforme. C'est approprié. Il n'y a pas tant de livres qui sont aussi forts. Moi, il y avait un jour pour appeler mon livre la whisky. En fait, c'était pas le titre originel. Pour tout te dire, c'est une belle histoire pour Nous rêvions juste de liberté, parce que c'est un bouquin qui s'appelait Bohemian Rhapsody. Et quand je l'ai fini, que je l'ai donné à Flammarion, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a un petit souci, il y a Universal qui prépare un film qui va s'appeler Bohemian Rhapsody, et ils n'ont pas l'air d'accord pour que le roman ait le même titre. Vous savez, c'est une chanson de Queen. Et donc, dans le roman, je crois que la première partie s'appelle Rhapsody en noir, je me souviens bien. Et ensuite, il y a Bohème, évidemment. Donc, il y a la Bohemian Rhapsody qui est présente dans l'âme du roman, mais du coup, il a fallu, à la dernière minute, que je change le titre du bouquin. Et je l'ai appelé Nous rêvions tous de liberté. Et bon, avec le recul, j'en suis ravi. Mais tu sais, c'est un peu comme ma copine, par exemple, on a eu un enfant, elle disait je veux une fille, je veux une fille, je veux une fille. Finalement, on a eu un garçon, et maintenant elle dit non, mais en fait, je voulais un garçon. Là, c'est pareil, en fait, c'est le titre que je voulais. Voilà. C'est ce qu'on retenait là. Est-ce que tu peux nous faire un court résumé qui n'en dit pas trop? Pour ne rien regretter, c'est un roman qui se passe 20 ans après Nous rêvions juste de liberté, qui se passe à Providence, donc dans cette espèce de ville sinistrose imaginaire qui était déjà le théâtre de Nous rêvions juste de liberté. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Vera et qui a un léger trouble autistique qui lui permet d'avoir sur le monde un regard un petit peu différent du nôtre, ou en tout cas de le voir probablement plus clairement que nous on le voit, parce qu'on est trop baigné dedans et que le voile de l'habitude s'est posé sur cet univers qui nous entoure et qu'on a oublié de faire attention à tout ce qui ne va pas dans notre monde, et elle le voit.
Il y a un côté très conte philosophique de Voltaire, un peu, vous voyez, Zadig, Candide, etc. C'est-à-dire cette espèce d'étranger qui regarde le monde et qui, du coup, nous oblige à le regarder différemment, parce que nous, il est trop présent autour de nous. Voilà. Et donc, cette jeune femme va bouleverser son petit village, une petite ville de Providence, et l'entraîner à se rebeller contre tout ce qui est en train de nous pourrir, et notamment Goliath, qui est une espèce de macro-entreprise qui a des réseaux sociaux, qui a des serveurs dans le monde entier, qui fait de l'animation de livres à domicile gratuitement, qui vous vole vos données pour fabriquer des armes après et envoyer des capsules dans l'espace et pourrir le ciel pour les astronautes qui ne peuvent même plus regarder le ciel tellement il y a de putain de satellites partout. Voilà, et qui se dit il va falloir que ça s'arrête. Et qui essaie de se battre contre un. C'est une histoire de David contre Goliath. Est-ce que nous, qui sommes des petits David, dirigés par une jeune femme autiste, on va être capable de dire non à Goliath? C'est la question que je vous pose. Je ne sais pas si on va en être capable, mais la phrase la plus importante des 50 dernières années, elle a été dite par Coluche, qui un jour a eu cette phrase magique. Il a dit « Et dire qu'il suffirait que les gens arrêtent d'en acheter pour que ça ne se vende plus ». Ouais. Je vous conseille de suivre cette philosophie. Et je vous conseille d'acheter des albums. Moi, je vous conseille de le voler. Parce que je vous signale que si vous le volez, je suis payé quand même. Donc ça ne me dérange pas. Il y aura des interruptions pour notre pauvre économie. Pour un travail énorme. Non, mais là, attendez. Vous volez à Amazon, voilà. Ah oui, dans les petits librairies, vous payez. Vous ne le volez pas ce week-end. Et vous aurez un peu d'excuses dehors. Ça fera peut-être beaucoup d'excuses. Jacques, mon livre est sorti aussi très récemment, il y a une dizaine de jours. Alors, j'en suis à la moitié. On a pu progresser. Comment ça, c'est pas dingue? J'attendais que ça fasse. J'en suis à la moitié pour c'est pas. J'en peux plus d'Olivier Drague. Je savais qu'il y avait des gomaniques à désolé. Allez, concentre-toi, toi. Dans ce livre, on a suivi un policier à la retraite, assez taciturne, qui va se faire incendier sa maison. Et parce qu'il découvre que c'est volontaire et que la personne qui a incendié sa maison est une personne qui est dans une certaine affaire. Il va remettre tout en cause parce qu'il a peut-être commis une erreur judiciaire. Donc il va reprendre l'enquête, retourner à Lyon et commencer à embêter ses anciens collègues qui sont très contents d'avoir résolu l'enquête, mis quelqu'un en prison, etc. Et tout embêter tout ce petit monde. Après, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Comme ça, on va pas rêver. C'est super classe, c'est super bon. C'est quoi ça? Les journalistes me disent ils n'ont pas lu. J'ai adoré la façon dont ils des aides, je lis les livres normalement. Là, on le pense à le dernier 17 sortir. Voilà, donc les efforts en autant possible. Et de toute façon, j'ai hâte de finir celui de la semaine prochaine pendant du temps. Là, un mois de vacances, après tout cela, c'est un bon. Oui. En fait, le thème principal de ce bouquin, c'est la culpabilité. Qu'est-ce que ressent quelqu'un quand il est responsable de quelque chose? Est-ce qu'il est coupable ou pas? Justement, la question est là. Il est responsable de quelque chose qu'il ne peut plus réparer. À cause de ce qui s'est produit, une personne a perdu la vie et dans des circonstances atroces, comme souvent. Et là, en l'occurrence, il ne peut absolument plus rien faire pour cette personne-là, mais il y a d'autres personnes pour lesquelles il peut agir. Et jusqu'où va aller son sentiment de culpabilité? Jusqu'où est-il réel? Est-ce que cette culpabilité, c'est vraiment lui qui en est la cause? Ou est-ce que ce sont les événements qui, par leur succession, ont fait qu'il s'est retrouvé au centre d'un maelstrom dont il ne peut plus dénouer les chevaux, finalement?
Et je recevrai, parce que c'est vraiment ça qui prend dans la couche, hein, il est vraiment sujet à un truc qui est inextricable. Et forcément, étant en retraite, il n'a plus accès à tout ce qui est données policières. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de la retraite. Hein. Moi j'étais ouvrier, un ouvrier qui arrive en retraite, c'est ce que je dis souvent, pose ses outils et il est en retraite, c'est autre chose. Un policier, il se retrouve en retraite, il n'a plus du tout, alors forcément tout est coupé, hein, l'accès aux données policières, aux recherches ADN, à la téléphonie, les discussions avec les magistrats, à la drogue. Et donc il se retrouve avec aucun accès professionnel et finalement dans cette occurrence-là, il est coupable de quelque chose, mais il n'a plus la possibilité d'enquêter véritablement, il est obligé de faire ça à l'ancienne. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de retirer toute cette possibilité de retourner sur cette affaire, et avec juste ses propres moyens, il va essayer de se déterminer. Voilà, c'était vraiment le but même de ça, c'est de créer un personnage qui n'a plus cette possibilité d'aujourd'hui, qui sont obligatoires maintenant dans un roman, les recherches ADN, on est toujours pris avec ça, c'est vrai qu'on ne peut plus faire un roman d'aujourd'hui sans ça, le fait d'avoir un flic en retraite, c'est ce qui va arrêter de faire ça. Donc depuis les Bleus Noirs, je l'ai mis dans ces conditions-là pour... Ça permet surtout de faire aucune documentation. Exactement. C'est de raconter n'importe quoi comme on dit là. C'est marrant parce que la thématique, si je peux me permettre, me fait songer, alors je ne l'ai pas encore lu, même si j'ai eu la chance de le recevoir parce que je suis très ami avec elle. Me fait songer à un film merveilleux de Sean Penn, c'est un Crossing Guard, justement sur cette la dualité entre la capacité de pardonner autrui et de se pardonner soi-même quand on est coupable. C'est du lavé ce film ou pas? Il faut que tu regardes, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est l'histoire d'un type qui est bourré. C'est Sean Penn. Non, Sean Penn, c'est un film où le Christopher Plummer est ivre-mort, il conduit sa voiture et il tue une jeune fille. Alors, il écrase une jeune fille, donc il enlève la vie d'une jeune fille. Et évidemment, il s'en va. Le lendemain matin, il comprend qu'il était ivre, qu'il n'aurait jamais dû prendre le volant. Et tout le film raconte l'histoire du père de cette jeune femme qui perd la vie écrasée par un homme qui a trop bu. Et toute la question, c'est est-ce que le papa va réussir à pardonner l'homme qui a tué sa fille, sachant qu'en fait c'est un mec génial. Donc c'est horrible. On préférait que ce soit un connard pour pouvoir le détester. Et est-ce que lui-même va être capable de se pardonner? Bon, tu vois, ça me fait penser à ça. Du coup, j'ai très envie de lire ton livre à la condition que tu regardes le film de Chapelle. Maintenant que le livre, oui. On retourne un peu ça dans les premiers ouvrages, Olivier. Années 90, du coup, il n'y a pas encore toute la technologie comme on se la prend dans les gens pour la recherche policière. C'était un peu fort d'écriture aussi. De quoi de choisir cette période. À la base, il y a plusieurs niveaux de réponse. En effet, les voix américains se passaient aux États-Unis dans les années 90. C'était. Moi, ce qui me plaisait, c'est qu'en tant qu'auteur de fiction, j'aimais cette réflexion de l'éloignement au maximum de ce que je suis au quotidien pour puiser de la fiction et de l'imaginaire. Et j'aimais aller puiser aussi dans l'imagerie qu'on avait des États-Unis pour créer une sorte de passerelle entre fiction et réalité. J'aimais ces États-Unis, un peu comme ce que fait Henri avec une nouvelle de liberté avec Providence, on ne sait jamais si c'est aux États-Unis en Europe. C'est entre-deux. Donc à la fois, moi, je connaissais bien les États-Unis pour avoir été beaucoup de fois quand j'étais journaliste. Mais je la réimaginais à travers mes bouquins. Mais c'était aussi par rapport aux thématiques que j'abordais. Le premier bouquin qui passe aux États-Unis parlait de notre rapport à la célébrité. Je voyais mal que c'était en France. Tu vois, c'est vraiment. On parlait de la plus grande icône, une sorte de star mondiale comme ça. C'était normal, ça se passe aux États-Unis. Mais en effet, très longtemps, je n'ai pas eu de policier dans les bouquins. Je pense qu'il y a une forme de confort aussi, parce que je suis assez obsédé par la documentation déjà. Si en plus de me plonger dans les arcades policières, puisqu'on ne peut pas être approximatif aujourd'hui, comme le disait très justement Jacques, les lecteurs sont hyper exigeants, et à raison. Vous avez tellement lu de polar, et vous connaissez mieux les procédures policières que parfois certains policiers. Donc on peut plus faire ce qui est plutôt bien, je pense. Du coup, moi ce que j'aime bien, j'avais mon personnage de journaliste, mon vie, j'avais aucun métier, donc c'était aussi ce qui m'intéressait. Moi j'aime les kidam qui se retrouvent avec des choses qui les dépassent. Et ce personnage de Paul Green, pour moi, voilà, c'était la classe. C'était un mec un peu paumé qui se retrouve à porter le poids du monde sur ses épaules. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Et aussi cette histoire aussi de culpabilité qui m'intéressait, voilà, comment tu essaies de dépasser tes limites et l'obsession d'une enquête. À quel moment ça te dévore, à quel moment ça t'annule et tout ça. Et en effet, maintenant que je suis revenu en France, je mets des policiers dans les bouquins et je continue à y avoir un peu. D'accord.
Et depuis les deux derniers, effectivement, Paul Green a droit à une petite pause. Il a Il s'est mis au vert. Choisis ce nom qu'un jour il Ça fait 5 ans qu'on prépare cette vanne. On a fait cette année, non, travail de longue haleine. quelques polars. Merci les gars. Dans le dernier, la meute, on suit un peu deux trajectoires parallèles avec un tueur très mystérieux qui enterre vivant ses victimes. Donc il va déclencher une première enquête. S'il enterre ses victimes vivantes, il n'est pas tueur. C'est pas tout à fait faux. Il est drôle, Et c'est quand même pas très légal, je crois. Mais on devra reprendre un petit peu, mais je crois que c'est pas tout à fait. Et les gars, on cherche. Et voilà, parce que il finit par mourir de fait. Et une deuxième enquête qui trace des disparitions et des meurtres de migrants. Ces enquêtes vont se croiser sur fond de groupuscules politiques d'extrême droite, d'ultra-droite, même, c'est vrai, on peut distinguer comme ça. Et ils sont pas très rigolos, on va dire. Non. Des idées bien arrêtées. Voilà, très bon résumé. Alors qu'à l'extrême droite, ils sont discrets. Non, ouais, c'était l'envie d'écrire un roman sur la montée de l'ultra-droite en France et en Europe, quelque chose qui féroce nos pays depuis une dizaine, quinzaine d'années. Beaucoup ont aussi tiré la sonnette d'alarme et peu ont été écoutés. Et aujourd'hui, on note un recul de démocratie partout en Europe avec la montée des partis populistes et souverainistes. C'est un sujet hyper convivial. Moi, très honnêtement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas longtemps, je me refusais d'aller trop dans les thématiques ancrées dans le réel. J'aimais l'idée que les bouquins que j'écrivais puissent être attrapés à n'importe quel moment, qu'ils soient pas. En tant que lecteur, je me méfie de ces livres qui ont trop été marqués par une époque et qui lisent très très mal. 2 ans après, on ne peut plus les lire parce que les choses ont changé. Et pourtant, je me suis lancé dans le bain malgré moi, malgré certains camarades comme Henri Leroux, qui ne pas citer, qui disaient non, ouais, non, c'est mal, jamais je pourrais faire un bouquin sur l'extrême droite. Et il est vrai. Et après, c'est un sujet que je travaillais depuis quelques années. Non, c'est pas ça que je te dis, c'est que Olivier Val, il a dans le bide un chef-d'œuvre. Oh, mais rien à voir, on ne va pas parler de ça. Il a un putain de chef-d'œuvre dans le ventre et il n'a pas les cojones pour l'écrire. Et donc, j'arrête pas de dire écris-le. Et, voilà. Et le jour où il va l'écrire, il va tout défoncer, vous allez prendre une claque dans la gueule. Le jour où il va oser écrire ce putain de livre qu'il a dans le ventre, je vous encourage à lui demander. Vous avez vu les éléments? Non, mais non, parle pas de ça, d'autant que ce livre, je suis très fier parce que c'est pour moi ce jour le plus difficile d'écrire. Je vais pas. C'est un peu long déjà ma réponse. Mais en tout cas, ce qui était compliqué dans ce livre, c'est en effet d'être à la frontière sur la corde raide entre la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, la montée de ces réseaux identitaires, la documentation que j'ai pu faire, les personnes que j'ai pu rencontrer, être fidèle à ce qu'ils m'ont expliqué aussi. Et en même temps, de jamais, j'ai pas la prétention de faire un essai sur la montée du l'ultra-droite. Moi, je vous raconte une fiction. Donc, essayez de toujours ramener la fiction au premier plan. Je l'ai fait par le biais de cette ambiance récit gothique. On va explorer un manoir qui s'appelle Noirval, un labyrinthe. Donc, je ramène une couche très prégnante de fiction pour pas justement vous donner l'impression d'être trop dans le réel. Mais à écrire, honnêtement, c'est quand même faire. Voilà. Super, je vous remercie de vous Tu veux raconter ça, toi? On en parlait tout à l'heure. Tu as fait du fluo? Ouais, en effet, le roman parle d'un sport de combat qui s'appelle le Péour, qui a été l'un des points de départ de cette histoire, qui est donc un sport de combat en apport médiéval. Il faut imaginer l'UFC, le MMA, les hommes, les femmes, sur la gueule en apport médiéval, sur le dos. Et ça a été vraiment le point d'ancrage de ce roman. Je réfléchissais un bouquin sur le fanatisme, sur la montée de l'ultra-droite, et j'ai trouvé que c'était très cohérent avec certains codes et certaines mythologies qui étaient en place au travail. Et du coup, en effet, à un moment, il a bien fallu que je m'entraîne au vélo. Parce que moi, ce qui m'intéressait, la première, c'était
vraiment la qualité littéraire. Je me disais, j'ai trop envie de vous placer dans la peau d'un combattant, de faire ressentir ce que c'est que d'avoir une armure, de perdre ses repères. Et c'était vraiment la joie de l'écrire, vraiment de raconter cette intensité, c'était vraiment la joie de l'écrire. Et je ne raconte pas, c'est qu'il n'a pas voulu écrire pendant 6 mois après, tellement il avait mal à l'écrire. Non, c'est vrai. J'ai fait un entraînement d'une journée avec Antoine Bernal, le champion du monde, et des boucliers et de vélo dans une salle d'art, la salle d'art à Paris. Il a été très bienveillant, heureusement. Mais en effet, je pense que j'avais déjà on s'en fout un peu, mais j'avais déjà une tendinite à l'épaule, j'avais je me suis fait depuis qu'on m'appelle capsulite. Ce qui fait que j'ai vraiment donc c'est ce que m'a coûté mon livre. Voilà. C'est un peu la méthode DiCaprio là. Voilà, c'est la méthode Aximo. Ouais, voilà. Donc la prochaine fois, ça y aura des licornes, des arcs-en-ciel. La vie dangereuse des auteurs de polar, on se rend pas toujours compte. Non. Là, il prépare un roman sur l'industrie du cinéma porno. Et Paul, Je passe le test. Vous pouvez plus le faire, demandez-moi. Ça y est, on retrouve chez trois certaines prégnances politiques dans le bouquin. Vous avez quand même des idées, et on les ressent en tant que lecteur. Oui, ouais. Celui-ci est clairement exemplaire, on va dire. Ah oui, non, mais moi j'assume même quelque part. C'est un récit très très noir, très sombre, certainement le plus sombre que j'ai eu à écrire, parce qu'on parle d'une époque qui est sombre, on parle le roman s'appelle La Meute, moi je parle dans ce bouquin de ce que je nomme le temps des loups, cette époque où j'ai l'impression que le dialogue est devenu impossible, on fait que montrer les gros sur à la gueule, enfermé dans une petite communauté, et voilà, et je rêve de main tendue dans ce bouquin, et en fait les gestes il y a beaucoup de gestes qui reviennent dans ce livre, c'est des mains tendues, d'une personne vers une autre, et tout se résume à ça, à quel moment on a si peur de l'autre, et à quel moment on a... Et c'est une question que je me pose moi, vraiment j'ai pas de réponse, et je ne dis personne, à quel moment on a arrêté de regarder ces camps sur le bord du périphérique en disant qu'il y a, voilà, à quel moment on monte le son de la radio, à quel moment on met les essuie-glaces pour chasser tout ça de notre terre, à quel moment on a chassé notre humanité. Donc c'est un roman qui est finalement assez craintif parce que je crois qu'à la fin il part quand même d'espoir et qu'une autre France est possible. Ces derniers mots étaient très éprouvants pour beaucoup d'entre nous en termes politiques. Mais c'est pas un bouquin politique, je veux dire, je suis pas là à faire des politique. Moi ce que je veux dire c'est que c'est plus un bouquin qui s'interroge sur la France aujourd'hui et j'ai absolument pas de réponse. Surtout qu'on trouve des personnages qui s'infiltrent du coup dans cette mouvance, ils arrivent avec leurs valeurs et ils doivent les masquer. C'était ça le plus dur, c'est qu'en effet, on va rencontrer Sophia Giordano qui est une agent de l'ASDAC, de direction antiterroriste, qui va donc s'infiltrer dans cette fameuse meute. Sauf que Sophia est d'origine franco-marocaine, donc il y a un conflit qui est assez évident. Elle a même vécu des choses assez terribles dans son passé avec son frère dans le livre. Et donc, ce qui était pour moi très dur aussi quand je racontais le chemin de ce bouquin qui était complexe, c'est qu'à un moment, il fallait que je leur donne la parole, il fallait que la meute existe, que je vous raconte leur structure, leur code, leur identité, leur discours. Et c'est ça qui était le plus dur pour moi durant l'écriture, quand je vous parlais de Florian Macron. Ce qui était dur, c'est que j'avais peur que les gens se méprennent sur ce que je voulais raconter, vu qu'à un moment, je dois vous parler de leurs idéaux sombres, de leurs appels à la haine, de leurs idées rouges sang. Il faut qu'à un moment je fasse des pavés sur leur théorie, sur le grand remplacement, toutes ces conneries. Et que c'est l'air crédible, puisque c'est dans leur bouche, je ne peux pas avoir de recul. Enfin, voilà. Donc c'est au lecteur de faire ce travail-là. Et je suis content jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que les gens ont compris ce que je voulais raconter. Mais c'était très dur à écrire. C'était très dur à écrire, j'ai dû vraiment faire souffrance et douleur pour aller dans ces territoires de cette pensée nauséabonde qui monte vraiment à travers l'Europe. Et qui n'augure pas grand-chose de bon. Mais on peut résister, et on résiste. Et on résiste. Alors,
depuis le début du festival, depuis les origines du festival, vous avez écrit chacun une œuvre très conséquente, de nombreux romans, dans des genres divers. Roger, toi tu es resté très proche du polar. Olivier, tu t'es permis des romans plus historiques, je dirais, et en investissant aussi ta journaliste dans ton écriture. Alors, vous venez cette année pour deux nouveautés. Roger pour Au nord de la frontière, chez Sonatine. Ça, c'est ton éditeur français qui te suit. Et Olivier pour Le Premier Rennes, qui est la dernière enquête en date en Laponie, qui t'a fait démarrer ici aussi pour le Festival Sans Nom. Alors, ma première question qui s'adresse à tous les deux, en 12 ans, dans les 12 années qui nous séparent de la première édition du Festival Sans Nom, quelle est la perception que vous avez sur l'évolution de votre propre œuvre? Est-ce que la question est déjà trop compliquée pour un anglais? Olivier a le droit de répondre en suédois. Non. J'ai pas le son micro. The thing I have learned more than anything is to say more with less words. Donc il a appris à dire plus avec moins de mots. C'est surtout ça le plus important. To be less okay. I was once asked an interesting question at a literary festival. Un jour, on m'a posé une question intéressante à un festival littéraire. If I was to give somebody a single piece of advice who wanted to write, what would it be? Si quelqu'un voulait se mettre à écrire et que je devais lui donner un seul conseil, lequel serait-il? The worst book that you could write is the one that you think other people will enjoy. Le pire livre que vous puissiez écrire, c'est celui que vous pensez que d'autres personnes peuvent apprécier. The best book that you could write is the one that you would like to read yourself. Le meilleur livre que vous puissiez écrire, c'est celui que vous aimeriez lire vous-même. So over the years, I have concentrated on subjects which are interesting to me. Donc pendant toutes ces années, il s'est concentré sur des sujets qui l'intéressent lui. Because writing a book, for however many weeks or months it takes you, you have to be interested in the subject. Parce qu'on doit vraiment rester intéressé, s'intéresser à son sujet pendant les mois et les semaines qu'on passe à l'écrire. If you are writing for commercial reasons, then you will be writing somebody else's story. Si on écrit pour des raisons commerciales, on écrit l'histoire de quelqu'un d'autre. And if you write for yourself, your enthusiasm for the subject will show itself in the way that you write. Alors que si on écrit pour soi-même, notre enthousiasme se démontrera, enfin sera visible dans ce qu'on écrit. But I am not analytical or academic in the way I write, not at all. La façon dont j'écris n'est pas vraiment académique ou analytique. So it's only when I'm asked these questions in France, only in France, do I have to think about it. Il n'y a qu'en France qu'on me pose ce genre de questions. C'est là que je dois y réfléchir. Oui, tu commences très fort pour une question comme ça, là. C'est en fait, bonjour à tout le monde. Je dis ça, ça me donne le temps de réfléchir. En fait, moi j'ai toujours été, j'ai commencé tard à écrire des romans, il y a 12 ans, donc avec Frédéric Lapon. Ici, on a donc, comme je disais, on a débuté ensemble avec le Festival Sans Nom. Et la façon dont ça a évolué, ce que j'ai appris en ces 12 ans, c'est que j'ai appris surtout en fait à plus me faire confiance et à faire confiance à mon instinct. Ce qui n'était pas du tout évident pour moi parce que je considérais, moi je viens du journalisme
Et j'ai été, donc j'écrivais dans le respect des faits, la religion des faits. Tout d'un coup, bon, un journaliste passait du côté, on franchit le Rubicon quand même, on passe du côté obscur de la force, là, tout d'un coup, en devenant romancier. C'était pas du tout mon envie de. Quand j'étais jeune, moi j'avais comme horizon d'écrire des articles. Et quand j'ai fait le dernier Lapon, j'étais encore, je pense, même si ça a été une formidable école d'écriture pour moi, le dernier Lapon, mon premier roman, je pense que j'étais encore impressionné par mon parcours de journaliste, quelque part. Ça peut paraître un peu bizarre d'exprimer comme ça, mais j'avais l'impression en fait, de devenir un escroc, on peut le dire, hein, voilà. Commencer à inventer des histoires, ce qui est quand même contre-intuitif pour un journaliste. Mais je vous assure, il y a des gens qui pensent que les journalistes inventent des histoires, mais c'est pas vrai, c'est pas bien. Donc, c'est ça que j'ai appris avec le temps, et c'est ça que je constate en fait après toutes ces années, après 12 ans donc, comme romancier, même si je ne fais pas que œuvre de romancier durant ces 12 années. Mais c'est faire confiance à mon instinct et faire confiance à mes personnages. Je leur laisse de plus en plus de liberté, en fait. Et par disant ça, c'est que moi, j'ai eu la chance, moi, de toujours avoir eu ce côté plaisir d'écriture, c'est-à-dire dans le sens, quand je dis plaisir, ça ne veut pas dire c'est facile, mais des plaisirs où j'ai toujours écrit les histoires que je voulais écrire. Et je suis entièrement d'accord avec Hergé quand il dit que moi, j'ai toujours eu cette chance comme lui, enfin, ce qu'il dit exactement, c'est j'écris les livres que j'ai envie de lire aussi. Et ça a été ça dès le dernier Lapon, en fait. Dernier Lapon, j'avais fait des tas de reportages en Laponie, j'avais découvert cette police des raids totalement farfelue a priori, j'avais plein d'histoires en tête, plein de visions, plein de choses que je voulais raconter encore par le livre, après l'avoir fait par le biais d'un journal, puis par le biais d'un documentaire. Je voulais y retourner, il fallait que ça sorte, quoi. Donc, même si les gens autour de moi trouvaient ça un peu bizarre que je passe du temps sur une histoire aussi a priori anecdotique, mais voilà, c'était ça, c'était toujours cette envie. Moi, j'ai toujours fonctionné à la passion de toute façon, je ne connais pas d'autre façon de travailler, parce que de fait, s'engager dans un roman, c'est beaucoup de travail, donc à faire s'engager dans ce type de travail, ça demande, voilà, autant faire des choses qu'on aime, sinon je pense que ça doit être assez insupportable. Et il y a aussi des auteurs qui écrivent pour des raisons purement commerciales, parce qu'il faut payer ses impôts, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'on est pris dans un rythme d'écriture. Mais j'ai eu la chance, je touche du bois, pas avoir eu besoin de faire ça jusqu'à présent. Mais j'essaie toujours de privilégier le côté plaisir. Ça ne veut pas dire une fois encore que le travail n'est pas facile, mais en tout cas, c'est vrai que de passer du temps avec des personnages qu'on a envie de voir se développer, même si c'est des méchants, etc. Moi, c'est vraiment ça que j'ai appris au cours de ces 12 ans. Merci beaucoup. Alors, le format de la rencontre étant assez court, on va aller droit à l'essentiel. Non pas que vous parliez trop, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est que voilà, on va pas s'arrêter sur les différences qu'il y a entre vos deux romans, qui sont nombreuses évidemment, mais sur les ressemblances. Et l'une des particularités de vos deux romans, pour Roger, dans les Appalaches, qui est la région la plus pauvre et la plus déshéritée des États-Unis, pour Olivier en Laponie suédoise, donc qui n'est pas non plus la région la plus peuplée du monde, ni la plus cossue, on va dire, vous avez choisi comme cadre de vos romans une figure de l'isolement, comme cadre de votre œuvre. En quoi est-ce que cet isolement, cette solitude, ces paysages désertiques, finalement qui regroupent une population assez ténue, en quoi est-ce qu'elles permettent l'épanouissement de l'œuvre? Est-ce que finalement, c'est pas une certaine manière, un peu détournée, de trouver une forme de huis clos?
The most important subject for me in any book is the psychology of the human condition. La psychologie de la condition humaine est le sujet le plus intéressant, le plus important dans un livre. In an isolated community, you can create a sense of tension and paranoia. Dans une communauté isolée, on peut créer une impression de tension et de paranoïa. Everybody knows everybody else. Tout le monde se connaît. Everybody lives in each other's pockets. Tout le monde vit dans la poche de tout le monde. And so when something happens that is traumatic or disturbing, it creates a sense of introversion and paranoia. Donc quand quelque chose arrive à quelqu'un dans cette communauté, ça crée justement cette impression de paranoïa. People are looking at their friends, their relatives and their neighbors, wondering if there are things that they do not know. Les gens regardent leurs voisins, leurs amis, leurs familles, etc., en se demandant s'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas connaissance. Even though every book I write is very different, there is a common theme through all of them. Même si tous les livres qu'il écrit sont vraiment très différents, il y a quand même un thème commun qui les relie tous. Which is placing an ordinary individual in an extraordinary situation. C'est le fait de placer des individus ordinaires dans une situation extraordinaire. And this gives you an opportunity to portray the entire spectrum of human emotions. Ça permet de montrer le spectre entier de toutes les émotions humaines. So when I begin a book, I'm thinking about the emotion that I want to create in a reader. Donc quand il commence à écrire un livre, il pense aux émotions qu'il aimerait susciter chez le lecteur. I do understand that if 10 people read the same book, each of them read a different book. Je comprends bien que quand 10 personnes différentes lisent le même livre, c'est comme s'ils avaient lu 10 livres différents. You can even read a book again 10 years later, and it's as if you are reading a totally different book. On peut aussi relire un livre 10 ans plus tard, et c'est comme si on lisait un livre complètement différent. So I know that the emotion that I intend for you to feel may be very different from that which you experience. En fait, les émotions que lui souhaite créer sont peut-être finalement très différentes de celles que le lecteur ressent en lisant le livre. But for me, as I write the book, it's like having a direction on a compass, and it keeps me focused on where I'm trying to go. Mais ça lui permet d'avoir une boussole, enfin une direction qui est indiquée comme sur une boussole, et de savoir exactement où il va. And you know, all that's important. I mean, I don't have any attention on people remembering my name. People have been calling me Elroy for 15 years. Les gens se trompent souvent dans son nom, en l'appelant Elroy, et donc ça ne me dérange pas. And for me, it's not important that people remember the details of the story or even the names of the characters. L'important n'est pas que les gens se rappellent exactement des détails de l'intrigue ou des noms de tous les personnages. But what is important is if you read a book and then you see the book a year later, you remember how the book made you feel. L'important, c'est que si vous revoyez le livre un an plus tard, ce dont vous vous rappeliez, c'est ce qui vous a fait ressentir les émotions qu'il a suscitées. And for me, environment is always another character. Et donc l'environnement est comme un personnage à part entière dans le livre. And whether it's Washington or New York City or Les Appalaches, it has to evoke a feeling that you are actually in the environment while you read the book. L'important, que ce soit New York ou la ville de Washington ou bien les Appalaches par exemple, l'important c'est que vous ayez une atmosphère liée à ce lieu. Oui. And it has to be a character that is as strong as the people in the story. Ça doit être un personnage à part entière qui est aussi fort que n'importe quel personnage dans l'histoire. Oui. En fait, l'histoire comme tu dis, de huis clos, d'isolement pour le premier Rennes, c'est vrai que là, on part en Laponie, on reste en Laponie plutôt, hein, puisque c'est le 5e épisode de la série. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné avec ce territoire qui est de fait immense, très, très désertique, mais habité, c'est que
d'abord, les gens ont tendance à voir dans cette région-là des grands espaces sauvages et à ne voir que ça. Et c'est d'ailleurs l'argument qu'utilisent les grandes compagnies minières pour vendre leurs projets, pour dire regardez, on va déranger personne. Je vous dis juste qu'il y a toujours quelques éleveurs de rennes qui traînent dans le coin, qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ça qui m'a aussi fasciné. Mais j'y m'en suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture de mes romans, de cette série. C'est que les questions qui sont en jeu dans cette région du monde, qui paraissent très loin des yeux du monde, de tout le monde, sont des questions à portée universelle. Et ce qui m'a toujours fasciné dans cette région que je connais bien, j'y ai beaucoup été, j'y vais toujours régulièrement, c'est qu'il y a peu de monde, donc tout ressort de façon beaucoup plus forte aussi. Tout ressort de façon... Les contrastes sont beaucoup plus violents. Parce que, à la différence de Paris, de New York, je ne sais pas quoi, où il y a énormément de couches qui se superposent, qui rendent beaucoup plus difficile la compréhension des mouvements, des dynamiques qui se passent, des interactions entre les gens. Là, tout s'éclaire de façon beaucoup plus vive et on va à l'os, en fait, tout de suite. Et dans cet isolement permet en fait de faire ressortir les émotions, les événements de façon beaucoup plus évidente, je trouve, et de mettre l'accent beaucoup plus sur les lignes de force. Et au travers de ces histoires, notamment dans le premier règne, avec le personnage d'Ania, qui à part à côté de Clément et Nina, qui sont les inspecteurs de la police des rennes qu'on retrouve de livre en livre, Anya, qui est le personnage central du livre, qui est cette jeune Samy enragée, qui est en révolte contre le monde entier, qui mène sa guerre personnelle sur ces grands espaces isolés. Elle mène son guerre dans un huis clos, en fait, un huis clos aussi bien géographique que mental. Ça va être tout son cheminement. Et de fait, je trouvais que ça permettait de faire ressortir tout ça de façon beaucoup plus vive. Alors, tu connais bien la Laponie, c'est une région que tu connais bien, que tu as étudiée. En fait, il y a énormément c'est décrit de façon extrêmement réaliste, hein, ce qui suppose quand même qu'il y a un travail d'ordre journalistique dans ton écriture. Tout à l'heure, tu disais que le romancier, finalement, était quelqu'un qui était passé, un journaliste qui était passé de l'autre côté de la force, hein, du côté sombre de la force, hein, pour reprendre ton expression. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'œuvre journalistique dans ton œuvre de romancier? Dans tous ces romans, oui, c'est vrai. De toute façon, j'arrive à ces romans par le journalisme, dans le sens où j'ai commencé par y faire des reportages, et puis après j'ai basculé dans le polar, ou dans le roman noir. Je ne suis pas très doué pour les étiquettes après, mais c'est vrai que j'ai toujours... je fais toujours du terrain, j'y retourne parce que c'est mon plaisir aussi, et parce qu'aussi je suis sollicité. Il y a des amis qui me racontent, qui m'apportent des histoires. Parce qu'ils savent qu'il y a un Français un peu bizarre qui va écrire des histoires sur eux, ils en entendent parler, ils savent que ça raconte aussi leur lutte, leurs problèmes, même si je ne suis pas en rien porte-parole des amis ou quoi que ce soit. En tout cas, ils savent. Donc ils m'apportent des histoires. Et c'est aussi, je pense, l'intuition des romans. Il faut se rappeler que ce sont des romans, les intrigues sont inventées, mais je pense qu'il y a aussi, je me dois vis-à-vis d'eux, d'avoir un minimum de respect par rapport à leur histoire, leur culture. Donc j'essaie de ne pas raconter de bêtises sur ces aspects-là, en tout cas. Donc je fais le boulot, je lis, je voyage, je rencontre des gens, les gens viennent à moi me raconter des histoires. Et après, surtout, je prends mes distances avec tout ça, parce que sinon je serai blessé, je ferai un reportage. Donc je n'oublie jamais que ce sont des romans, et ce qui commande un roman, c'est l'histoire et les personnages. Et que donc, parfois, il faut tordre le cou un petit peu à la réalité pour les besoins de la narration. Et ça, c'est aussi une des choses que j'ai apprises au fil des ans, c'est que ce qui doit l'emporter quand si on accepte qu'on rentre dans la peau d'un romancier, c'est l'histoire et les personnages qui commandent, toujours. Alors, tu disais que tu n'étais pas le porte-parole des Samis, mais est-ce que d'autres œuvres littéraires existent qui
défendraient leur cause ou qui les racontent? Alors, il y a un phénomène vraiment intéressant ces dernières années en Europe du Nord, c'est qu'il y a les problèmes des familles sont multiples, variés et ne font que s'accumuler, s'aggraver. Alors, on pourrait penser que ça va aller vers une amélioration, mais ce n'est pas le cas, parce que notamment, comme je le raconte dans le premier N, avec maintenant la découverte des terres rares, d'énormes gisements de terres rares en Laponie, c'est une malédiction de plus qui s'abat sur eux. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que depuis ces dernières années, il y a plusieurs auteurs, écrivains, écrivaines, samis, qui ont émergé. Ce qui est intéressant là aussi par rapport à cette émergence, c'est qu'ils ont de plus en plus de succès, un vrai succès populaire. Au moins 2 auteurs samis ont remporté ces dernières années l'équivalent du prix Goncourt, c'est vous dire qu'ils ont bien un vrai succès, mais sans aucun effet sur le plan politique. Et c'est ça qui est très frustrant en fait pour les samis. C'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus un durcissement chez les jeunes samis qui tournent vers un activisme qui va aller vers je ne sais pas quoi, et dont Anya est quelque part, le personnage d'Anya est l'incarnation à sa façon. Donc, mais il y a dans les jeunes, beaucoup dans le monde artistique, sami, une vraie population qui émerge, qui est beaucoup plus revendicative, beaucoup plus politisée, d'une façon différente, plus activiste, qui ne veut pas se laisser enfumer, en fait, tout simplement, comme l'ont été les générations précédentes de Sami, qui ont cru aux belles promesses des gouvernements. Merci beaucoup. Alors, je vais rebondir maintenant sur la remarque de Roger de tout à l'heure, et je vais prendre au pied de la lettre. Tu disais, Roger, tout à l'heure, que finalement, ce qui t'importe dans tes romans, pour le lecteur, c'est pas qu'il retienne les personnages, ce n'est pas qu'il retienne l'intrigue, c'est pas qu'il retienne les noms, mais ce qu'il retienne, c'est la qualité des émotions qu'ils retiennent après, longtemps après même, la lecture de ce livre. Alors je vais inverser un peu la question. Ton roman, tu l'as écrit il y a un certain temps maintenant, puisqu'il est publié. Quelles sont les émotions que toi tu retiens de ce livre-là? This book? Yeah. Après ce livre, j'ai écrit 3 romans, 4 séries de télévision et 2 films. Donc tu as oublié ton roman. Voilà. Et je suis vieux et parfois j'oublie mon nom. The intention with this book, the central character in this book is a man who believes that being alone makes him strong. Le personnage principal dans ce livre est un homme qui pense que le fait d'être seul le rend fort. A man who believes that the way not to lose things is never to have them in the first place. Le fait de ne rien avoir dès le début est une façon de ne rien perdre. He lost his wife and he therefore never had a family. Il a perdu sa femme et donc il n'a jamais eu de famille. He has become estranged from his brother and he has not spoken to him for 12 years. Il n'a pas parlé à son frère pendant 12 ans. And he has decided that the best way to survive is to maintain distance from everyone. Et donc le fait de maintenir une distance par rapport à tout le monde, c'est sa façon de survivre. If you don't have it, you can't lose it. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le perdre. And then his brother is murdered. Ensuite, son frère est assassiné. And he becomes involved in the investigation of his own brother's death. Et il se retrouve impliqué dans l'enquête sur la mort de son propre frère.
he discovers that his brother had a wife and a daughter who is 12 years old. Il découvre que son frère avait une femme et une fille de 12 ans. And it is this child who is ultimately his salvation. Et c'est cet enfant qui va finalement le sauver. The emotion was one as a concept. The power of a child's honesty. Donc là, l'émotion en question, c'était le pouvoir de l'honnêteté d'un enfant. The feeling that you get when you are asked a question that makes you confront the truth about yourself. Le sentiment qu'on ressent quand on nous pose une question au sujet de ce qui est vrai au sujet de nous-mêmes. So I guess to synthesize it and make it simple, an emotion of nervous discomfort. Donc pour résumer les choses, un petit peu un sentiment d'inconfort nerveux. And the way this translates is the central character feeling as though his defenses are falling apart. Toutes ces barrières ou ces défenses s'effondrent du personnage principal. And finally, he has to be honest with himself. Et il doit finir par être honnête avec lui-même. So, in effect, in the book, there are 3 investigations. Donc dans le livre, il y a 3 enquêtes en réalité. The murder of his brother. Le meurtre de son frère. The murder of teenage girls in les Appalaches. Le meurtre de jeunes adolescentes dans les Appalaches. But the most important investigation is the one he makes into his own psychology. Et donc l'enquête la plus importante est celle qu'il fait par rapport à sa propre psychologie. So when I talk about in emotion, it's really a feeling, a concept of a feeling that I have of how I want you to feel when you read the book. Donc en fait, c'est un concept, il conceptualise le sentiment qu'il veut que vous ressentiez en lisant le livre. Does that make sense? Yes. Voilà, c'est l'heure du débrief. Je suis rentrée chez moi et j'ai plein de choses à vous raconter. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Le Festival Sans Nom, c'était la 12e année, la 12e édition. Et moi, la première année pour moi. J'avais pas eu l'occasion d'y aller parce que c'est le week-end des vacances. En général, on n'est pas trop dispo. Et là, ça tombait vraiment bien. Donc j'ai pu m'y rendre le samedi et j'ai passé toute la journée de 10h à 17h15 à peu près sur le salon. J'avais pour objectif d'aller voir des auteurs, bien sûr, et aussi voir des conférences. Donc ça a été le cas, j'en ai vu même plus que prévu, puisqu'au final, je m'étais dit, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, et il n'y a surtout pas beaucoup d'auteurs dont j'ai besoin de faire dédicacer un livre ou d'acheter un livre, donc je vais en profiter pour aller voir des conférences. Et ça a été le cas, et c'est trop trop bien. Donc j'en ai vu 4. Vous les avez vus dans les vidéos précédentes et celle-ci, je pense. Ça va dépendre comment je vais faire le découpage. Mais c'est toujours des conférences de qualité qui, bien sûr, donnent encore plus envie d'aller voir les auteurs pour leur acheter leurs livres après, évidemment. Mais qui parlent aussi de sujets très intéressants, notamment sur l'intelligence artificielle, qui a été abordée finalement avec la Ligue de l'Imaginaire sans que ça soit vraiment programmé. Ça a dévié là-dessus parce qu'Henri Lovenbruck en a parlé. Je ne sais plus ce que j'ai filmé. Je vous avoue que je n'ai pas tout regardé. Mais il y a un moment où, c'était qui? Thomas, je crois qu'il s'appelait le modérateur, enfin l'animateur de la conférence, qui demandait aux auteurs, est-ce que la liberté, aujourd'hui, c'est l'anonymat? Et Henri Lovenbruck expliquait que lui, il avait supprimé tous ses comptes, en fait. Il avait fermé ses comptes parce qu'il voulait vraiment arrêter d'être dépendant des réseaux sociaux. Alors c'est compliqué parce que quand on est auteur, finalement, les réseaux sociaux nous aident à nous montrer, à avoir de la visibilité. Et il a expliqué qu'en fait, depuis qu'il a arrêté ses réseaux sociaux, eh ben, ses ventes de livres n'ont pas baissé. Au contraire. Alors, c'est quelque chose d'assez privilégié, je pense, parce que là, on parle d'une toute petite catégorie de population, à savoir les auteurs français, parce que les auteurs étrangers, j'imagine que ça peut être différent aussi, leur rapport aux réseaux sociaux peut-être, la population est différente aussi, le lien avec le réseau social est peut-être différent aussi. Nous, je vous parle de ce qui se passe en France, enfin, vous nous parlez de ce qui se passe en France.
Et du coup, ça n'a pas changé, ça a même augmenté ses ventes. Ok, mais du coup, les petits auteurs qui n'ont pas le succès d'Henri Lovenbruch ont peut-être plutôt intérêt à se montrer. Mais, comme tout, c'est à double tranchant, donc il faut savoir comment introduire son bouquin sur les réseaux, comment est-ce qu'on en parle, quel retour on a, comment on interagit avec ses lecteurs. Mais bien sûr que les réseaux sociaux sont une grande porte ouverte à des partages. Alors nous, on parle de la lecture, donc pour la lecture, c'est hyper chouette, parce que nous, lecteurs, ça nous permet de rencontrer d'autres auteurs, de rencontrer d'autres lecteurs, de rencontrer des auteurs aussi, parce que c'est comme ça qu'on a les informations de « tiens, je suis en dédicace, machin, tiens, je suis à tel salon et tout ». C'est un outil de communication hyper important pour nous, et j'ai l'impression qu'on sait s'en servir. Mais, bien sûr, il y a des dérives, bien sûr, comme je vous dis, c'est à double tranchant, évidemment, donc il faut quand même faire gaffe à comment on s'en sert. Il ne faut pas tomber dans le côté addict, évidemment. Ça, c'est sûr, comme tout, en fait, finalement. Donc voilà, donc ça, c'était très, très intéressant comme conférence. Puis la conférence sur l'IA, très intéressante aussi. Et conférence avec R.J. Ellory, Olivier Truc. Et conférence sur Claire Favre. Donc ces conférences-là m'ont permis vraiment de vivre un salon hyper passionnant avec les auteurs, au plus près d'eux, au plus près de ce qu'ils pensent, de comment ils écrivent, de ce qu'ils écrivent, justement. Et de me mettre un petit peu à jour de qui ils sont en ce moment. Donc ça, c'était vraiment génial. Je n'avais emmené qu'un seul roman à faire dédicacer, c'était celui de Henri Lovenbruch, Les Disparus de Blackmore. Et alors, il s'est amusé à regarder tous les post-it, à me dire, bah tiens, c'est bien, t'as mis des post-it, est-ce que je peux voir, est-ce que t'as un code couleur, tout ça? Non, non, pas du tout. C'est soit des moments qui m'ont fait rire, soit des moments importants du livre pour moi. Puis il regardait, puis il rigolait. Il me dit, ah mais elle est insupportable. Je dis, oui, elle est insupportable, mais je l'adore. Le personnage principal, voilà, je l'adore. Mais du coup, c'était assez intéressant de voir comment un auteur se réapproprie le livre qu'un lecteur a lu et comment est-ce qu'on échange. Et c'est pour ça, raison première pour laquelle on va en salon, enfin, moi je parle pour moi, je pense que je parle pour beaucoup, c'est pour pouvoir échanger avec un auteur, soit sur un livre qu'on a lu, d'en parler, d'aller plus loin, de savoir où. Et d'ailleurs, j'ai appris... Je vais pas vous le dire, mais j'ai appris des trucs là-dessus. Parce que j'ai dit la suite. Il m'a révélé des trucs, je ne vous dirai rien, parce que vous en saurez, je pense, bien assez tôt. Et c'est pour ça qu'on veut, soit c'est pour discuter d'un livre qu'on a lu avec un auteur pour aller plus loin, pour en débattre, pour poser des questions, soit c'est pour le découvrir et qu'il nous pitch lui-même son roman et qu'on se dise « Ah, mais c'est trop bien, mais c'est génial !» Et peut-être on va dire en disant « Bah tiens, sur ce thème-là, j'ai lu ce bouquin-là, ça a l'air trop bien aussi. » Enfin, d'échanger avec les lecteurs, enfin avec les auteurs, c'est pour moi le pilier central des rencontres en salon et en librairie en fait. C'est pour ça qu'on va voir les auteurs. Alors il y en a qui n'ont pas envie d'aller voir des auteurs, de faire dédicacer des livres, ce que je peux tout à fait comprendre, ils ont juste envie de lire le bouquin et ça leur suffit, et c'est très bien. Et pas de jugement là-dessus, mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout ce ressenti-là, et quand je vais en salon, mon kiff, c'est par exemple sur Henri Lovenbruch de dire « Ah là là, mais c'était trop bien, ah là là, mais je veux la suite », et qui me répondent, parce que c'est son bouquin, c'est quand même le mieux placé pour en parler, et c'est ça qui est génial. Donc vraiment, c'était hyper enrichissant cette rencontre avec Henri Lovenbruch, que je n'ai pas reconnu tout de suite parce qu'il avait son Stetson sur la tête, et je me dis « Quel est cet auteur américain ?» Pas du tout, c'était Henri Lovenbruch, mais voilà, c'était assez rigolo. Donc c'était le seul livre que j'avais emmené à faire dédicacer. Je voulais en acheter 2, j'en ai acheté 2. J'ai acheté Les Nuits de la Peur Bleue de Éric Foissier, toujours aussi intéressant Éric Foissier, qui m'a expliqué qu'en fait ce tome 3 est le clos, la première saga, le premier, qu'est-ce qu'il a dit, le premier cycle, voilà, du Bureau des Affaires Occultes. Et en fait le tome 4 est sorti. Ça veut dire que le tome 4 est finalement le premier tome d'un nouveau cycle. Et là je suis, oh, parce que s'il y en a 3 à chaque fois, ça va être trop bien. Parce que j'adore le Bureau des Affaires Occultes. Et en fait, il y a les réponses par rapport à Valentin, par rapport au passé, par rapport à tout ça. Et j'ai trop hâte. D'ailleurs, il faut que je me replonge un petit peu dans le tome 2 parce que j'ai peur d'oublier des petites choses. Et je crois que, en fait, ce personnage-là, c'est la couverture du 2. Non? Peut-être pas, en fait. J'ai l'impression. Bon, bref. Probablement, si vous l'avez regardé, mais je crois que ça... c'est la couverture du tome 1 ou 2, Le Fantôme du Vicaire. Et là, du coup, on se dit « Hey, qui es-tu » Donc voilà, trop bien, le Bureau des Affaires Occultes. Et puis, j'avais prévu, et ça a été le cas, d'acheter Nuit Blanche de Nicolas Druard, parce que je vais lire au moment d'Halloween, comme conseillé. Et du coup,
je suis allée le voir, et alors il y a eu beaucoup de monde, parce que c'est lui qui a reçu le prix du festival Sans Nom pour Souffre, et voilà, c'est Magda qui l'avait vendu pour lire à Halloween, et je me dis, bah allez hop, cet auteur me tentait depuis un petit moment, donc j'ai sauté le pas. Par contre ça s'enlève pas, ça m'agace, bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'était mes 2 achats prévus. Puis, je vois les copines, donc je vais pas citer toutes les copines, mais beaucoup de copines alsaciennes, beaucoup de copines d'ailleurs aussi qui sont venues exprès en Alsace, sont allées voir Cécile Cabanach et attendaient pour faire dédicacer leur bouquin. Et j'ai dit à moi, Cécile Cabanach, j'ai lu Le chaos dans nos veines, j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, bah, Les poignards dans les sourires, le début de la saga, je le lirai un peu plus tard, j'ai pas besoin. Enfin, voilà, j'avais plein d'autres à lire. Et puis, je crois que c'est Sandra, ou Cécilia peut-être, qui hésitait, qui voulait la découvrir, tout ça. Et Cécile Cabanach a commencé à pitcher le tome 1, donc Les poignards dans les sourires. Et là, je me suis dit, ah mais ça parle de ça. Ah mais il me le faut en fait. Donc, l'achat imprévu, voilà, Des poignards dans les sourires. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a quelques années, quand il est sorti en poche, celui-là, je ne sais plus quand, oh, il y a bien 4 ans, je pense. Il est sorti quand... Ah, plus que ça, beaucoup plus que ça, 2019, d'accord, chez Fleuve. Donc je pense chez Pocket l'année suivante, 2020, j'imagine, tout à fait, avril 2020. Je l'ai reçu de chez Pocket et je l'ai donné, je ne sais plus à qui. Ah, j'aurais dû le garder. C'est pas très grave. Il est dédicacé, il est bien dédicacé, avec des super tampons ex libris avec le squelette, là j'adore celui-là. Et là, et avec une belle dédicace. Donc méfiez-vous des apparences, elles sont souvent trompeuses. Voilà, mon achat pas prévu. Donc finalement, plus 3 dans la palle, mais c'est pas grave, celui-là sera lu à Halloween. Ceux-là, j'en ai aucune idée. J'en sais rien. On verra plus tard et c'est pas très grave non plus. Voilà, sinon j'ai fait des très belles rencontres. Je suis allée faire un coucou à RJ et Laurie qui m'a recommandé. Alors j'ai posé à tous les auteurs la question, quel est votre dernier coup de cœur livresque, tout ça. Je suis allée voir plus d'auteurs que je ne l'avais prévu, donc ça c'était cool. Et RJ et Laurie m'a parlé de Annie Proulx avec Just the Way It Is, qui s'appelle Tout va bien, tout ira bien, un truc comme ça, je sais plus. Voilà. Je l'ai trouvé en français, je l'ai mis de toute façon dans la vidéo d'avant. Et il m'a aussi parlé de The Shipping News, qui est en français nœud et dénouement, un truc comme ça, je crois, et qui avait eu le Pulitzer. Donc il me l'a écrit sur mon billet de train. pour que je note ça. Donc j'ai mieux qu'une dédicace finalement de RJ et Laurie, un conseil lecture de RJ et Laurie dans ce petit ticket que je vais mettre probablement dans un de ces bouquins. Je le revois à Noir-sur-Ormesson, donc je le mettrai peut-être dedans. Faut juste pas que je le jette en fait, parce que c'est un ticket périmé finalement. Mais voilà, c'est des petites choses un peu précieuses comme ça qui sont rigolotes. Donc voilà, c'était un très très bon salon. J'ai vu plein de monde et c'était super. J'ai retrouvé des copines que j'avais pas vues depuis longtemps. J'ai retrouvé des copines que j'avais vues il n'y a pas très longtemps et c'est très bien aussi. et puis voilà, le plaisir de se balader en salon, le plaisir de croiser du monde qui nous reconnaît aussi. Ah, Flow & Books, oui, et c'était cool aussi, c'était chouette. Ça m'a beaucoup touchée de toutes ces rencontres-là, de voir en fait toutes ces personnes-là et c'est pour ça que je fais ça, en fait, ces vlogs-là. Voilà, et je suis toujours curieuse de discuter plus en fait avec vous en salon, et des fois on n'a pas le temps parce qu'on est entre 2 auteurs et attends tu vas à la conférence, oui bah on se rejoint là-bas puis on se revoit plus, mais c'est pas grave parce que voilà, on rediscute après sur Instagram. Donc finalement c'est ça le positif des réseaux sociaux aussi, c'est de pouvoir rencontrer les gens en vrai et ne pas juste rester enfermés. Alors il y en a qui restent enfermés derrière leurs écrans et qui sont, parce qu'ils sont peut-être timides, parce qu'ils ont peut-être pas envie d'aller au contact des personnes, mais c'est vrai que on est pas mal à vouloir se rencontrer et ça c'est cool, donc c'est chouette. Voilà, c'était un très très bon salon. Merci et bravo Déborah pour l'organisation. Le prix du festival Sans Nom me tente beaucoup, peut-être que je postulerai l'an prochain, je vais voir, je sais pas trop comment on va s'organiser mon planning l'an prochain, mais j'aimerais beaucoup y retourner parce que c'est un petit salon, il y a une trentaine d'auteurs seulement, donc voilà, et tout le monde se connaît, tout le monde discute avec tout le monde et je pense que tout un week-end immergé avec ces auteurs là, ça doit être un truc de fou, ça doit être trop bien. Donc j'aimerais bien, ouais, effectivement, peut-être participer à ce jury-là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce gros vlog de 3 parties vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà participé à ce festival, si vous y êtes déjà allé. Est-ce que vous y êtes allé cette année? Est-ce qu'on s'est croisés peut-être? Est-ce que vous avez fait des achats? Dites-moi un petit peu sur qui vous avez craqué, sur quel livre vous avez craqué. Et puis, ben écoutez, à l'année prochaine, j'espère, la semaine prochaine pour nous, hein, mais pour ce vlog-là, spécial Festival Sans Nom, j'espère l'année prochaine. Et bravo encore, et merci pour tous ces moments, c'était trop bien.